Monsieur Dan, bonjour. Je suis professeur Karim Sabri de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à INSBA, Casablanca. Je suis votre professeur de macroéconomie. Ce cours est destiné principalement au S2 groupe A et B. On est là au niveau de la séance numéro 7. Donc, après avoir bien entendu donné mon adresse email, sabrikarimprof@gmail.com, pour vos questionnements en cas de problème. Bien entendu, vous pouvez m'écrire et je vais vous répondre sans faute. Alors, il y avait bien sûr un chapitre introductif. Donc, par rapport à ce chapitre, nous avons distingué la microéconomie et la macroéconomie. Par la suite, il y avait un chapitre premier concernant les agents économiques, leurs fonctions principales ainsi que leurs ressources. Par la suite, il y avait un petit exercice en lien avec les deux premiers chapitres. Il y avait un chapitre 2 sur les différentes catégories de circuits économiques, donc circuits simplifiés, complexes et ouverts. Et bien entendu, nous avons clôturé ce chapitre avec un exercice récapitulatif, donc bien entendu avec correction. Voilà. Alors, nous avons présenté le circuit, les bilans des différents agents économiques, ainsi de suite. Donc, par rapport à la séance d'aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre 3, agrégats et les ratios macroéconomiques. Ala barakatillah, la séance commence. Alors, déjà, on commence par le titre. Donc, agrégat et ratio macroéconomique. Quelle est la différence entre un agrégat et un ratio? Quelle est la définition d'un agrégat? Quelle est la définition d'un ratio? Donc, le mot agrégat veut dire une grandeur, un indicateur, une statistique, une information chiffrée concernant une donnée économique. Par exemple, si on veut évaluer la capacité de création de richesse dans un pays donné, on va se référer à un agrégat qui est le PIB. Si aussi on veut exprimer la capacité d'export chez un pays donné, on va se référer à un autre agrégat qui est X, les exportations du Maroc par exemple. Bien, donc finalement, un agrégat c'est une grandeur, c'est un indicateur indiqué, مؤشر اقتصادي. Bien, donc c'est un indicateur qui va nous renseigner sur une réalité économique. Maintenant, qu'en est-il du ratio? Un ratio, c'est un rapport entre deux agrégats économiques. C'est-à-dire, on va par exemple prendre les exportations en rapport avec les importations. Donc, X divisé par M multiplié par 100, nous aurons un ratio. Nous aurons un taux, un pourcentage. Et pour le cas que j'avais choisi, X divisé par M multiplié par 100, ça s'appelle le taux de couverture, par exemple. C'est un ratio en lien avec le commerce extérieur. Donc, c'est quoi finalement un ratio? C'est un rapport entre deux agrégats économiques. Bien. Donc, ça c'est la définition des deux termes par rapport à ce chapitre. Qu'est-ce que nous allons voir exactement? Donc, introduction, nous allons un petit peu distinguer les différentes, on va dire, terminologies en lien avec cette, bien sûr, composante du cours, agrégat et ratio. Par la suite, nous allons parler de la valeur ajoutée, les deux visions, valeur ajoutée microéconomique au sein d'un agent économique, notamment une entreprise, et aussi valeur ajoutée macroéconomique par rapport à un pays donné. Par la suite, nous allons parler des enjeux de la répartition de la valeur ajoutée, qui sont les bénéficiaires, bien sûr, d'une valeur ajoutée, les agents qui vont, bien sûr, avoir des revenus suite à la répartition de la valeur ajoutée. Troisièmement, nous allons parler d'un agrégat qui est le PIB, le produit intérieur brut. Par la suite, nous allons voir comment nous pouvons utiliser cet agrégat pour avoir une idée sur le taux de croissance économique, وتيرة النمو الاقتصادي في بلدنا.
cinquièmement, nous allons un petit peu distinguer le PIB nominal par rapport à un PIB réel et vous verrez que le PIB nominal, il est critiquable pour plusieurs raisons que nous allons développer plus tard. Nous allons voir aussi que le PIB réel, c'est celui qui est de plus en plus proche de la réalité. C'est ce qu'on doit utiliser lors des analyses économiques, économétriques, etc. Et l'avant-dernier passage, nous allons comparer un petit peu le PIB et le PNB, comment nous pouvons passer du critère de la territorialité, donc à l'intérieur du Maroc, le produit intérieur brut, au critère de la nationalité, donc le produit national brut. Et nous allons clôturer, Inch'Allah, ce chapitre ainsi que le cours par la relation entre les agrégats, donc les différentes catégories de ratios. Nous verrons principalement trois grandes familles de ratios. La famille en lien avec les comportements des consommateurs, une deuxième famille en lien avec les performances de l'entreprise et finalement la famille ratio en lien avec le commerce extérieur, comme j'avais donné à titre d'exemple X divisé par M, ce que j'avais appelé le taux de couverture. Bien. Donc, voilà. Alors, les agrégats, comme je viens de définir, ce sont des grandeurs économiques qui ont une signification, bien entendu. Ce sont des indicateurs qui vont donner une mesure de l'activité économique. Première question que je peux avoir, c'est quels sont les objectifs de l'utilisation des agrégats économiques? Il y a un triple objectif. Donc, les agrégats permettent des comparaisons dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, je prends le Maroc au niveau exportation et je le compare par rapport à l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, ainsi de suite. Donc, on parle d'une comparaison dans l'espace spatial. Si je prends le Maroc, mais je compare le PIB pendant plusieurs années, hein, j'ai fixé l'espace, c'est le Maroc, mais j'ai laissé varier, bien sûr, le facteur N. Alors là, on va parler d'une comparaison temporelle, d'une comparaison chronologique. Bien, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est analyser l'évolution économique d'un pays, c'est-à-dire comment un pays donné évolue économiquement parlant. Donc, le niveau du développement. Est-ce qu'on est un pays en voie de développement, un pays émergent, un pays développé? Tout cela ne peut être possible que grâce à l'analyse des différentes composantes, bien sûr, de la macroéconomie, principalement les agrégats économiques. Bien. Troisièmement, les agrégats permettent d'exprimer les réalisations d'un pays, les réalisations d'un gouvernement, les réalisations d'un président de la République, par exemple. Est-ce que vous êtes pour, contre Macron, Emmanuel Macron, Sarkozy, etc. Alors, pourquoi? On peut faire tout simplement une analyse macroéconomique grâce aux agrégats et on peut jauger, c'est-à-dire évaluer les réalisations durant une législature donnée. Bien, donc ça permet quand même d'exprimer les réalisations d'un pays en volume et en valeur. Alors, c'était le triple objectif de l'utilisation des agrégats. Deuxièmement, quelle est la différence entre un agrégat brut et un agrégat net? Donc, un agrégat brut, il va inclure ce qu'on appelle la consommation du capital fixe, c'est-à-dire l'amortissement. Par contre, un agrégat net, il va exclure cette composante. Je n'ai pas compris. Exemple, donc vous achetez un camion à 100 000 euros. Donc 100 000 euros, c'est la valeur d'origine, c'est la valeur brute. Après une année d'utilisation, ce camion, il peut perdre de sa valeur comptable à cause de l'usage, à cause de l'usure, etc. Et on peut même le calculer. On va donner, à titre d'exemple, 10% comme un taux d'amortissement pour ce camion-là. Donc, après une année d'utilisation, sa valeur, elle deviendra 90 000 euros au lieu de 100 000. Pourquoi? Parce qu'on calcule, bien sûr, l'amortissement sur la base de la valeur d'origine. Donc, 100 000 euros multiplié par 10%, ça fait 10 000.
et on va soustraire l'amortissement, l'annuité d'amortissement. Donc, l'amortissement annuel, on va la déduire de la valeur brute, la valeur d'origine. Donc, 100 000 moins 10 000, ça fait 90 000. Alors, on a affaire, bien sûr, à deux agrégats. 100 000, c'est la valeur brute. 10 000, c'est l'amortissement, qu'on peut appeler consommation du capital fixe, la CCF. Et bien entendu, la différence entre ces deux composantes, agrégat brut moins amortissement au capital fixe, on va parler d'un agrégat net. Très bien. Alors, qu'en est-il de la valeur ajoutée? Donc, la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par un agent économique. Donc, ça, c'est la première vision. Donc, c'est une vision microéconomique. Exemple. Je prends l'exemple d'une menuiserie X. Donc, une menuiserie X, par exemple, pour produire des tables, elle aura besoin de plusieurs composantes. Donc, elle doit acheter le bois, la colle, l'acier, même l'énergie, donc électricité pour ces machines, hein, pour couper du bois, de chez la Lyonnaise des eaux, hein, principal distributeur d'électricité et d'eau à Casablanca, par exemple. Et bien entendu, on va accumuler tout ça, donc le bois, la colle, que nous avons acheté de l'extérieur de l'entreprise. Et on a, à titre d'exemple, un total de, on va dire, 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros, donc l'unité de mesure, ME milliards d'euros. Pourquoi? Pour à la fin du cycle de production, regardez ici, c'est le cycle de production, on a pu réaliser des tables que nous allons vendre à 220 milliards d'euros. Bien, OK. Donc, on a deux points. On a un point ici et on a un point ici. Point du départ, le point d'arrivée. À l'intermédiaire de ces deux points, il y a eu lieu d'une consommation. Alors, on parle de la consommation intermédiaire. À l'intermédiaire de ces deux points, il y avait consommation de plusieurs inputs. Très bien. À hauteur de 20. Et à l'aboutissement du processus de transformation, la menuiserie X a pu arriver à produire et à vendre 220 milliards d'euros. Donc, la question qui se pose, quelle est la quantité de la richesse créée par cette menuiserie X? Sachant qu'elle avait commencé par 20 et à la fin, elle se retrouve avec une valeur de 220. Donc, elle a ajouté quand même de la valeur par rapport à 20 pour avoir 220. Combien? 220 moins 20, c'est la valeur ajoutée. Finalement, donc j'ai dit 220 moins 20. C'est quoi le 220 là? C'est le chiffre d'affaires, c'est les ventes, les tables vendues. Et c'est quoi 20? C'est la consommation intermédiaire que j'ai dû consommer à l'intermédiaire de ces deux points. Bien. C'est quoi la valeur ajoutée finalement? C'est le chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire. C'est 220 moins 20. Donc la menuiserie X a dû ajouter comme richesse, comme valeur, combien? 200. Bien. Ça, c'est la vision microéconomique de la valeur ajoutée. Mais si nous prenons toutes les valeurs ajoutées réalisées par toutes les entreprises qui sont sur le territoire marocain, donc sigma de toutes les valeurs ajoutées, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, on va agréger toutes les valeurs ajoutées pour avoir un agrégat. Donc, agrégé, agrégat. Et l'agrégat que nous obtenons, c'est le produit intérieur brut. Principal agrégat, bien sûr, macroéconomique. Très bien, très bien. Donc, l'exemple nous a montré comment on calcule une valeur ajoutée et comment, bien sûr, l'entreprise a pu créer cette valeur ajoutée. Donc, cette dernière, elle permet de générer l'ensemble des revenus primaires, bien entendu. Une fois vous avez une valeur ajoutée, l'exemple, c'était 200. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 200 menuiseries X? Qu'est-ce que vous allez en faire? La menuiserie X, avec les 200, va payer ses salariés, va payer la banque qui lui a prêté de l'argent, hein, les intérêts, va payer les associés grâce à ce qu'on appelle les dividendes, qui se sont aventurés avec leur capital, ainsi de suite. Donc,
La valeur ajoutée, finalement, elle permet de générer l'ensemble des revenus primaires. Et la somme de toutes les valeurs ajoutées réalisées dans un pays donné, bien entendu, là, il y aura lieu d'un passage de la microéconomie à la macroéconomie. Donc, VA, valeur ajoutée, c'est la vision de la richesse microéconomique réalisée au sein d'une entreprise, d'un seul agent économique. Mais ici, c'est le passage vers une optique générale, donc macroéconomique. Sigma de toutes les valeurs ajoutées, donc on agrège et on obtient un agrégat. Bien, bien. Et bien entendu, le PIB, c'est la valeur de la production réalisée sur une périodicité donnée, dans un territoire donné, et ça va générer un certain ensemble de revenus pour tous les agents qui ont participé à sa réalisation. Donc, c'est la valeur ajoutée de ici, ça veut dire la valeur ajoutée au niveau macroéconomique. Bien. Donc, au niveau toujours macroéconomique, la valeur ajoutée, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques en France, elle est considérée aussi comme ce qu'on appelle le solde d'un compte. Et le compte, c'est un compte parmi les comptes de la comptabilité nationale, c'est le compte de production. Je n'ai pas compris. Regardez. Ici, j'ai un compte de production. Le compte de production, comme je viens de le souligner, c'est un compte, entre autres, parmi les outils de la comptabilité nationale. On a les ressources à droite et on a les emplois à gauche. Qu'est-ce qu'on a comme ressources à titre d'exemple? Je vais supposer que la production, elle est de combien? De 220 milliards d'euros. Donc, je vais supposer que ça, c'est la production de toutes les entreprises et pas uniquement de la menuiserie X. Moi, je vais laisser les mêmes chiffres parce qu'on avait déjà fait le calcul ici par rapport à une menuiserie X. Je vais juste emprunter les chiffres. Mais au niveau raisonnement, je suis dans une économie entière et pas dans une entreprise. Ici, la vision, elle change. Je suis dans une vision macroéconomique. Là, c'est la production de toutes les entreprises qui sont sur un territoire donné. Bien. Supposons que ces entreprises, elles avaient besoin au niveau emploi d'une consommation intermédiaire de 20 milliards d'euros. Et pour n'importe quel compte de production, on doit avoir l'égalité, ressources égale emploi. Il y a lieu de constater un solde, une différence qu'on doit calculer. Donc, les 220 moins les 20, ça va dégager un solde d'un compte appelé le compte de production. Et ce solde-là, c'est ce qu'on appelle tout simplement la valeur ajoutée. Après calcul déjà fait, bien entendu, alors le solde, c'est 200 milliards d'euros. Et c'est le solde appelé valeur ajoutée qui est le solde d'un compte, qui est le compte de production. Bien. Comment nous avons pu le calculer? Bien entendu, la valeur de la production diminue de la consommation intermédiaire. C'est ce que nous avions déjà fait ici, 220 moins consommation intermédiaire 20. Alors, finalement, la valeur ajoutée, c'est la production vendue moins la consommation intermédiaire. Bien. C'est la valeur des biens et des services transformés ou entièrement consommés au cours d'un processus de production, bien entendu, qui vont être intégrés, bien sûr, à d'autres moyens, les moyens de l'entreprise, tels que ses machines, ses travailleurs, etc., son capital financier. Et tout cela va nous donner, bien entendu, une production. Et cette production, quand nous allons déduire la consommation intermédiaire, nous pouvons constater la valeur ajoutée. Bien. Le problème qui se pose, c'est au niveau de la consommation intermédiaire. De quoi s'agit-il exactement? Donc, la consommation intermédiaire, comme vous voyez dans le schéma, c'est l'achat des biens et des services. Mais lesquels? Donc, c'est la consommation intermédiaire. Il s'agit, consommation intermédiaire, des matières premières, de l'énergie, des produits semi-finis. Donc, matières premières, dans l'exemple, c'était le bois, la colle, etc. L'énergie, c'était l'électricité pour les machines de la menuiserie. Et les produits semi-finis, c'était les barres
des barres de fer qui sont nécessaires pour produire des tables. Bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Donc, tout ce que vous achetez de l'extérieur, je précise, de l'extérieur, hein, ce n'est pas toutes les charges. C'est des dépenses, mais précises, hein, pas n'importe quelle dépense. Oui, OK. Donc, des dépenses pour acheter de la matière première, de l'énergie, des produits semi-finis. OK. Donc, ces dépenses-là, je vais acheter des biens, des services, je vais les transformer comme vous voyez et je vais réaliser des produits finis que je vais vendre. Donc la vente, ça s'appelle le chiffre d'affaires. Vente annuelle hors TVA, c'est le chiffre d'affaires. رقم المعاملات. Donc le chiffre d'affaires moins cette consommation intermédiaire, nous aurons ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Bien. Dans l'exemple, 220 moins 20 égale 200. Bien. Ici, même raisonnement, j'ai acheté de la consommation intermédiaire de l'extérieur. Combien? On va mettre ici 20 milliards d'euros par exemple. J'ai dû ajouter quelque chose, une richesse. Combien? Je ne sais pas, à calculer. Et j'ai dû produire. Combien j'ai produit, combien j'ai vendu? 220. Ben voilà. 220 et j'ai ici 20. Donc c'est normal que j'aurai ici 200. La valeur ajoutée correspond à 200. Donc 20 plus 200 égale 220. Bien. Une petite remarque, messieurs, dames, s'il vous plaît. Quand vous allez avoir affaire à un exercice, on va vous donner beaucoup de charges. Et il faut faire très attention pour ne pas confondre. Pourquoi? Ne tombez pas dans le piège de mettre dans la consommation intermédiaire des charges telles que le salaire. Voyez, regardez ici. La valeur ajoutée, c'est entre autres, hein, il y a plusieurs parties qui composent la valeur ajoutée. Il y a le travail, la rémunération du travail. Et la rémunération du travail, c'est le salaire. Vous ne pouvez pas avoir un salaire si vous n'avez pas participé à la réalisation de ce cake. Hein? Donc, j'ai un cake, donc une cake, que je peux découper en plusieurs morceaux. Et bien entendu, chacun va avoir un morceau. Les salariés auront un morceau de ce cake, donc le salaire. Donc, quand je vais vous donner dans l'exercice le salaire, vous n'allez pas le mettre ici, au niveau consommation intermédiaire, non. Ici, il y a la rémunération du capital, par exemple. Donc, ça peut être les associés. Hein? Les associés auront des dividendes. Ça peut être la banque. La banque avait prêté un capital à l'entreprise. Aussi, elle aura besoin d'une rémunération, d'une contrepartie. Donc, les intérêts de la banque, ce sont des charges. Et pourtant, ça ne figure pas dans la consommation intermédiaire. Donc, faites attention par rapport à ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on prend au niveau consommation intermédiaire? Tout ce que nous achetons de l'extérieur. Si par exemple, vous n'avez pas de travailleurs, de salariés, et vous avez bien sûr sous-traité, hein, vous avez donné la commande à une autre entreprise pour utiliser ces travailleurs, là, oui, vous pouvez mettre salaire ici, parce que vous avez dû payer quelqu'un d'autre qui n'est pas vos travailleurs. Donc, faites attention. Alors, par rapport à ce calcul de la consommation intermédiaire et de la valeur ajoutée. Bien. Alors, je vais sortir avec quelques petites conclusions. La valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires, ça veut dire l'ensemble des ventes annuelles hors TVA moins la consommation intermédiaire, mais il ne faut pas confondre valeur ajoutée avec chiffre d'affaires. Oui, voilà. Valeur ajoutée, c'est le chiffre, c'est les ventes. Mais il faut soustraire la consommation intermédiaire. Donc, on ne va pas confondre valeur ajoutée avec chiffre d'affaires. Aussi, la valeur ajoutée, à ne pas confondre avec le bénéfice. Pourquoi? Ben, regardez, ici par exemple, vous avez la valeur ajoutée, il y a un morceau où on a le bénéfice. Le bénéfice, c'est pour payer qui? Pour payer les associés, les dividendes, et pour payer même l'entreprise, les réserves. Et à côté de ça, il y aura encore d'autres morceaux.
de cette valeur ajoutée. Un morceau pour payer qui? Les salariés. Ah, donc le bénéfice, ça peut s'arrêter là, un petit morceau. Mais les autres morceaux qui constituent la valeur ajoutée, il y en a pour rémunérer la banque, il y en a pour rémunérer les salariés, il y en a même pour rémunérer l'État. Parce que grâce à l'État, il y avait l'infrastructure. Ah, ben voilà. Et on rémunère, on paie l'État pour sa participation indirecte dans la réalisation de la valeur ajoutée. En tout cas, vous êtes obligé de le faire. Donc, la valeur ajoutée, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus significative qu'un petit morceau appelé bénéfice. Donc, le bénéfice à ne pas confondre avec la valeur ajoutée. Rappel, comptabilité générale, le bénéfice, on peut le calculer grâce à la différence entre la classe 7 et la classe 6. Donc, les produits moins les charges. Et dans les produits, il y a une petite composante appelée chiffre d'affaires. Donc, valeur ajoutée à ne pas confondre avec chiffre d'affaires ni avec le bénéfice. Le chiffre d'affaires. Comment calcule-t-on le chiffre d'affaires? Ben, c'est l'ensemble des pièces que je vais vendre. Combien de tables la menuiserie X avait vendu multiplié par le prix unitaire. Voilà. 50 € la pièce multiplié par 100. Donc 100 multiplié par 50, ça fait 5000 €. C'est le chiffre d'affaires. Donc c'est le prix de cession unitaire, ça veut dire le prix de vente de chaque table, multiplié par la quantité vendue. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Bien. La production. Il y a plusieurs catégories de production si on veut l'interpréter. Il y a une production vendue, c'est le chiffre d'affaires. C'est là où on aura à faire, nous, pour calculer la valeur ajoutée. Il y a une production qui n'est pas encore vendue cette année à l'inventaire. C'est un stock constitué par l'entreprise, mais il y a une partie de la production qui est réalisée grâce à quoi? Aux aides de l'État, donc les subventions. Voilà. Finalement, la valeur ajoutée, c'est la production moins la consommation intermédiaire. Rien de nouveau par rapport à ça. Ma question maintenant, c'est quels sont les bénéficiaires de la répartition de la valeur ajoutée? Premièrement, le personnel, les gens qui ont travaillé. Je commence par ça. Je vais rémunérer, je vais payer le personnel, mes salariés. Bien. Et deuxièmement, il y a les organismes sociaux, la CNSS, la CMR et tout ça. Ce sont des cotisations sociales qui vont compléter le salaire de mon personnel. Donc ici, les 2 points, ça concerne le paiement des salariés. OK, très bien. Ici, l'État. Donc, je paie l'État, pourquoi? Parce que ce dernier avait intervenu pour assurer l'infrastructure, le binya tahtiya. S'il n'y avait pas État, il n'y aura pas électricité, il n'y aura pas des forêts à exploiter pour l'entreprise menuiserie X, il n'y aura pas un zoning industriel où on a l'usine de la menuiserie X, etc., etc., etc. Donc, je paie des impôts pour que le service de l'État continue à exister. Bien. Par la suite, j'ai les prêteurs et les banques. Les bailleurs de fonds, ça s'appelle aussi. Donc, je dois donner à la banque des intérêts, des commissions, des agios, ainsi de suite. C'est une autre partie qui rémunère la banque. Pourquoi? Parce que la banque avait aidé l'entreprise à résoudre le problème du financement. Bien. Principalement, toujours par rapport au financement, les associés. Les associés, ils sont là pour apporter leur capital. C'est une grande aventure. Et la contrepartie de cette aventure, ce sont la partie distribuée du bénéfice en cas de réalisation du bénéfice. Ça s'appelle les dividendes. Donc, la partie distribuée du bénéfice, c'est les dividendes. L'autre partie qui n'est pas distribuée, que l'entreprise va garder. Pourquoi? Pour assurer son autofinancement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'entreprise, quand elle aura d'un financement pour acheter des machines qu'elle avait utilisées pour créer la valeur ajoutée, elle peut le faire grâce à un financement auprès des banques, le crédit. Grâce à la bourse, elle prend une partie de son capital, le mettre à la bourse et les gens vont acheter les actions et c'est ainsi qu'ils vont financer directement l'entreprise. Ça s'appelle la finance directe. Les banques, ça s'appelle la finance indirecte. Mais le meilleur moyen
que l'entreprise peut utiliser pour financer l'achat de ses investissements? C'est bien sûr ses propres moyens, c'est l'autofinancement. Alors, quand l'entreprise réalise un bénéfice, elle ne va pas prendre tout ce bénéfice et le distribuer aux associés. Elle va garder une partie sous forme d'épargne de l'entreprise. L'épargne de l'entreprise, ça s'appelle les réserves. Et les réserves constituent l'autofinancement. C'est la partie des revenus de l'entreprise qui ne sont pas distribués, qui sont réservés pour faire face à des dépenses ultérieures. Bien, bien. Si vous n'avez pas compris, je vous ai laissé une traçabilité ici concernant le personnel, l'État, etc. Donc, premièrement, les salariés, première et deuxième ligne, le personnel, les organismes sociaux. Donc, les salariés, ils ont apporté leur force de travail, ils auront droit à des salaires, à des suppléments de salaire, à des cotisations sociales, ainsi de suite. L'État. L'État, pourquoi l'État? Parce que l'État a permis à l'entreprise de bénéficier de conditions favorables pour se développer, telles que l'infrastructure, telles que la sécurité, donc aura droit à une partie appelée impôt sur la production. Une partie de quoi? De la valeur ajoutée. Les actionnaires. Donc les actionnaires, bien entendu, les actionnaires, ce sont les associés. Ils ont apporté leurs capitaux et ils se sont aventurés. Donc ils ont pris le risque. En pariant sur l'activité de l'entreprise, ils auront droit à une partie des bénéfices appelés dividendes. Les actionnaires aussi. Donc il y a différence entre actionnaires et associés. Donc, associés, ils ont des parts sociales dans le capital. Actionnaires, ils ont acheté des actions de l'entreprise, ainsi de suite. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais dans tous les cas, tous ceux qui ont participé dans le capital de l'entreprise auront droit à une contrepartie. Institutions financières, les banques. Pourquoi les banques? Parce qu'elles ont permis à l'entreprise de bénéficier des apports en capital. Donc, les emprunts, les dettes, etc. Et ils auront droit à des intérêts. Et finalement, l'entreprise elle-même va garder une partie du bénéfice. Et bien entendu, ça s'appelle les réserves. C'est ce que j'avais appelé aussi autofinancement. Bien. Donc, sur ce, nous allons terminer, bien entendu, cette séance. La séance prochaine, nous allons encore détailler, bien sûr, la valeur ajoutée et sa répartition. Comme vous voyez dans ce schéma, nous allons voir comment la valeur ajoutée va être divisée en 3 blocs. Rémunération de salaire, impôt sur la production, excédent brut d'exploitation. Et nous allons par l'occasion aussi essayer de faire quelques exercices pour nous familiariser avec le calcul de la valeur ajoutée. Merci de votre attention et à la séance prochaine.